Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Installation du comité d'orientation du pétrole et du gaz. L'organe va assister le président de la République et le gouvernement dans la supervision et le contrôle de la politique en matière de projets pétroliers et gaziers. Opposition et pouvoir échangent sur des questions d'intérêt national. Le chef de l'État a reçu hier une délégation de Manko Wattu Sénégal. À l'ordre du jour, le fichier électoral et l'organisation des élections. Le général de division Cheikh Gueye dans ses nouveaux habits de chef d'état-major général des armées sénégalaises. Il a été installé ce vendredi au camp Dial Diop. Il compte poursuivre le processus de modernisation de l'armée. La rubrique métier s'intéresse au community manager. Il gère l'image d'une personnalité ou d'une entreprise. Le métier gagne du terrain au Sénégal. Et puis en Gambie, Adama Barrow a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Il est arrivé en tête du scrutin avec 45% des voix devant Yahya Jammeh, le président sortant, crédité de 39%. Le chef de l'État s'est déplacé en fin de matinée à l'aéroport Léopold Sédar Senghor pour accompagner son homologue Denis Sassou Nguesso. Le président congolais était en escale sur la route de Cuba. Avant le décollage, les deux chefs d'État ont eu un entretien au salon d'honneur de l'aéroport. À noter la présence à l'aéroport du Premier ministre, du président du Haut Conseil des collectivités territoriales et d'autres autorités civiles et militaires, tous venus dire au revoir à l'hôte du président Macky Sall. Le chef de l'État qui a procédé cet après-midi à l'installation du comité d'orientation du pétrole et du gaz. L'organe va assister le président de la République et le gouvernement dans la supervision et le contrôle de la politique de l'État en matière de projets pétroliers et gaziers. Pour accompagner cette dynamique, le chef de l'État a décidé de la création d'un institut du pétrole et du gaz qui sera érigé à Diamniadio dans les locaux inachevés de l'ancienne université du futur africain Oumar Nying. En procédant à l'installation du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, le chef de l'État donne un gage de plus dans sa démarche de transparence dans le contexte de découverte pétrolière et gazière. L'événement qui nous réunit aujourd'hui témoigne de ma volonté d'assurer en toute transparence et responsabilité une gestion rigoureuse, inclusive et durable de nos ressources pétrolières et gazières, objet de découvertes récentes. L'organe stratégique va assister le président de la République et le gouvernement dans la définition, la supervision et le contrôle de la politique de l'État en la matière. Il doit nous permettre d'assurer une impulsion dynamique du secteur de l'énergie, particulièrement du sous-secteur des hydrocarbures, et aussi nous assurer un contrôle stratégique du processus de valorisation des réserves pétrolières et gazières, à travers notamment le renforcement des actions de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITE. Dans le contexte actuel, il y a un autre impératif lié notamment au renforcement des acteurs dans les métiers du pétrole et du gaz. Ce volet, le chef de l'État ne l'oublie pas. Dans cette perspective, j'ai décidé de la création d'un Institut national du pétrole et du gaz qui sera érigé à Diamniadio dans les locaux inachevés de l'Université du futur africain, IFA. Au-delà de leur professionnalisme, les hommes et femmes qui seront appelés à servir dans cet organe doivent avoir un sens élevé des responsabilités et adopter à tout moment un comportement irréprochable. C'est tout le sens du choix du président de la République. J'ai placé à la tête du comité d'orientation stratégique pétrole-gaz M. Ousmane Ndiaye. Ousmane Ndiaye, un cadre hautement qualifié dans le domaine des mines et des hydrocarbures. Je n'ai pas besoin de revenir sur son parcours, certainement cela sera fait,
mais c'est quelqu'un qui connaît particulièrement bien le secteur des hydrocarbures, pour avoir dirigé la Société nationale de pétrole du Sénégal pendant 11 ans. Il a été mon patron à Petrosen et c'est l'homme qui m'a recruté quand jeune ingénieur, j'étais à la recherche d'emploi. Donc vous voyez, une grande confiance nous lie. Et si le bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien, comme on l'appelle dans le jargon des professionnels, que je salue, les représentants des compagnies pétrolières, c'est en partie grâce au travail énorme des ingénieurs de Petrosen, mais aussi grâce à son management pour avoir conduit la promotion de ce bassin partout dans le monde, particulièrement aux États-Unis, à Houston, à Londres, avec vraiment d'anciens camarades de Petrosen encore qui sont là. Donc je crois que c'est là l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ousmane Ndiaye sera secondé par un jeune cadre brillant chez Mamadou Fall Kane, formé entre autres à l'École polytechnique de Paris. Il dispose d'autres compétences économiques et donc il sera le secrétaire permanent adjoint chez Mamadou Fall Kane. Le COS Petrogaz mobilise l'ensemble des forces vives de la nation. C'est pourquoi le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental, toutes les institutions y seront représentées. Ainsi, le président de la République est en phase avec la constitutionnalisation des droits des populations sur les ressources naturelles. Il invite par conséquent le gouvernement et l'administration à apporter leur concours à COS Petrogaz qui doit s'inscrire dans une démarche pragmatique et concertée axée sur la performance. Le président de la République est largement revenu sur les missions de cet organe stratégique qui doit renforcer le dispositif global de transparence après l'adhésion du Sénégal à l'ITIE et la constitutionnalisation du droit des populations sur les ressources naturelles. Voici le président Macky Sall au micro de Oumar Nying. Le COS Petrogaz est chargé, en rapport avec le ministère de l'Énergie, et plus particulièrement la Société des pétroles du Sénégal, d'élaborer un plan directeur de développement pétrolier et gazier et un schéma d'utilisation de ces ressources en articulation avec les axes et objectifs du plan Sénégal émergent. Il a pour mission aussi de constituer une nouvelle source de financement social par le renforcement des capacités budgétaires de l'État et de rétablir nos équilibres commerciaux. Pour mener à bien ces missions importantes, le secrétariat permanent du COS Petrogaz doit engager sans délai, sous mon autorité, et en relation avec les acteurs clés, notamment le ministère de l'Énergie. Engager donc les actions ci-après. Le suivi de l'évaluation des réserves de pétrole et de gaz, ainsi que la coordination et la validation technique de l'ensemble des études. L'autre mission, c'est la coordination de tous les projets pétroliers et gaziers au Sénégal, la supervision des différents accords juridiques et des contrats entre l'État du Sénégal et les partenaires portant sur le financement et la réalisation des projets pétroliers et gaziers, ainsi que la commercialisation de la production. La coordination des négociations et l'assistance technique liée à la promotion, à la prospection et au développement des projets pétroliers et gaziers.
l'élaboration d'une stratégie nationale de formation des acteurs de l'industrie pétrolière et gazière, la coordination de la communication institutionnelle des activités du comité d'orientation stratégique Pétrogaz. Et sur ce point, je voudrais rappeler mon attachement particulier à la diffusion d'informations justes et crédibles dans un souci de transparence sur l'ensemble des contrats et revenus générés. Je vous le disais dans les titres, le président de la République a reçu hier une délégation de la coalition Manko Wattu Sénégal. Les discussions ont tourné autour du processus électoral. Des convergences ont été notées sur les points exposés. Toutefois, le chef de l'État maintient le dispositif actuel d'organisation des élections et le mode de scrutin. Oumar Nying. Monsieur le Président. Ainsi, l'opposition a obtenu la rencontre qu'elle avait sollicitée. Au chef de l'État, les représentants de Manko Wattu Sénégal ont exposé 10 points. Pour la plupart, des convergences ont été notées. Toutefois, le président de la République maintient le dispositif actuel d'organisation des élections et les organes de supervision et de contrôle comme la Sénat. Le mode de scrutin est aussi maintenu pour assurer la stabilité politique et institutionnelle de notre pays. L'opposition va apprécier. Notre délégation a rencontré le président de la République cet après-midi et début de soirée. Nous allons demain, vendredi à 16h, à la permanence du Grand Parti, rendre compte au leader de Manko Wattu Sénégal. Notez que la rencontre s'est tenue dans une atmosphère détendue entre le chef de l'État et les membres de Manko Wattu Sénégal. Installation ce matin du nouveau chef d'état-major général des armées au camp Djaldjob, Cheikh Gueye. Le général Cheikh Gueye s'est dit déterminé à poursuivre le processus de modernisation de l'armée entamé par son prédécesseur. C'était en présence du ministre des Forces armées Augustin Tine et de plusieurs autorités civiles et militaires, Lamine Touré. Une cérémonie officielle qui marque la prise de fonction effective du nouveau chef d'état-major général des armées devant le corps de bataille national et plusieurs responsables politiques. Cheikh Gueye est revenu dans son ordre du jour numéro 1 en référence à sa feuille de route. Il s'est agi en priorité de rassurer sur sa détermination à poursuivre la dynamique de modernisation entamée par ses prédécesseurs. Je réaffirme mon engagement à ne ménager aucun effort dans ma mission sacerdotale de conduire les armées sur les voies de l'excellence. Pour y arriver, nous devons en permanence nous inscrire dans la prospective, en faisant preuve d'anticipation, d'adaptation, d'imagination créatrice pour que nos armées soient toujours en phase avec les réalités et les exigences de notre époque. Le format armée 2025 va donc se poursuivre. Ce programme vise la modernisation des unités opérationnelles dans le but de mettre en œuvre des mécanismes efficaces de prévention. Mon général, cette modernisation est plus que jamais nécessaire pour faire face aux menaces dans un environnement régional instable. Certes, notre pays est encore un îlot de stabilité. Toutefois, nous avons pleine conscience que nous ne sommes pas à l'abri d'agressions contre notre espace national et nos populations. Les armées, dans toutes leurs composantes, terrestres, maritimes et aériennes, garantissent en permanence l'intégrité de notre territoire et notre souveraineté. À ce titre, la protection de nos approches terrestres, aériennes et maritimes, notamment au regard des richesses halieutiques et énergétiques que recèlent nos océans, revêt un intérêt stratégique, objet de l'attention des plus hauts décideurs politiques. Une orientation qui place d'abord le bien-être des hommes de l'institution parmi les défis à relever. Mon action s'appuiera sur le triptyque correspondant aux piliers classiques qui structurent notre organisation, à savoir les opérations, la logistique et les ressources humaines. Concomitamment,
avec la poursuite de l'amélioration de la condition militaire, l'exploration de nouvelles opportunités dans le champ de la coopération internationale et le renforcement du concept armée-nation. Officier fantassin, Cheikh Gueye porte désormais les destinées de l'armée nationale. Son expertise d'homme de troupe l'aidera sans nul doute à réussir sa mission. À l'occasion de cette cérémonie hautement symbolique de prise de fonction, une gerbe a été déposée au mémorial du soldat, un signe de salut militaire adressé aux vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur. La prise de fonction du général de division Cheikh Gueye, nouveau chef d'état-major général des armées, avec le prolongement de la VDN et l'urbanisation accélérée. La bande de Filao longeant la Grande Côte suscite de gros appétits. Initié à l'époque coloniale et consolidé après l'indépendance, cet écosystème est de plus en plus menacé par l'homme qui l'a pourtant fait naître. Lors du dernier Conseil des ministres, le chef de l'État a rappelé l'obligation de veiller à cet ensemble fragile qui va de Dakar à Saint-Louis. Les Filao face à la conquête du littoral, c'est une chronique signée Omar Diaw. La bande de Filao s'étirant de Dakar à Saint-Louis résulte d'un processus anthropogénique réfléchi et original, c'est-à-dire d'une action de l'homme, celui-là qui s'est arrogé, tutoyant Dieu, le droit de vie et de mort sur le reste des organismes vivants et souvent sur les représentants de sa propre espèce. La présence et peut-être bientôt la subsistance de ce ruban le long du littoral nord-ouest depuis bientôt 70 ans témoignent d'efforts considérables et patients car il a fallu planter, entretenir, surveiller la croissance de ces filaos dans un milieu côtier battu par les grands vents atlantiques pouvant plier jusqu'à rompre plus qu'un arbre. Quand rien ne les arrête, ils déplacent les sables pour combler les cuvettes où sont pratiquées les activités maraîchères. Le rideau de Filao fonctionne comme un coupe-vent, un ralentisseur de la déflation éolienne, capable de raviver des dunes mortes. Mais aujourd'hui, la bande est déchirée, outragée. Elle subit les assauts répétés de délinquants peu soucieux de l'environnement et juste guidée par le gain facile. Nuitamment, on s'attaque à des arbres plus âgés que soi. Il y a, comme qui dirait, un irrespect à l'endroit de l'aînesse. Si les Filao ne sont pas abattus, déracinés ou écorchés vifs, on déverse tout autour des immondices. La muraille est trouée par endroits, ouvrant de grands couloirs au vent dont on cherchait à se protéger. Lorsque l'autorité coloniale se lançait dans cette ambitieuse opération de protection, les menaces n'étaient pas assurément de la dimension et de l'ampleur de celles d'aujourd'hui. Maintenant que l'on a entonné le corps du développement durable, il faut faire en sorte qu'il prenne corps. Les députés ont examiné et voté à l'unanimité jeudi le projet de budget du ministère des Affaires étrangères qui a connu une hausse de 8% et arrêté à un peu plus de 65 milliards de nos francs au Reïtiam. 3 heures pour étudier de fond en comble le nouveau budget du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Un budget qui a connu une hausse de 8%, passant de 54 milliards 499 à 62 milliards 565 millions de nos francs. Les dépenses en personnel ont tout de même connu une baisse de 300 millions par souci de rationalisation. Lors des débats, ce département dirigé par Mankeur Ndiaye a été félicité pour le dynamisme de la diplomatie sénégalaise, le financement et la gestion des Sénégalais de l'extérieur, ainsi que le passage de notre pays à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons fini hier notre présidence du Conseil de sécurité durant tout le mois de novembre avec des thématiques fortes que nous avons développées, avec une appréciation unanime de tous les membres du Conseil de sécurité. De tous les membres du Conseil de sécurité, appréciation également du secrétaire général des Nations Unies lui-même. Tous ont dit que rare une présidence du Conseil de sécurité n'a été aussi dynamique, aussi innovatrice, aussi forte, aussi imaginative. La nouvelle formule adoptée pour le pèlerinage à la Mecque a également été saluée par les députés avec la privatisation progressive du Hajj et l'élaboration d'un nouveau cahier de charges qui donne plus de responsabilités aux voyagistes privés. Cette année, nous allons faire signer un cahier de charges à tous les voyagistes privés, un cahier de charges avec des exigences, avec une caution, la prise en charge des médecins. Et s'il y a violation du cahier de charges, il y a des sanctions qui tombent. Et ces sanctions peuvent aller jusqu'au retrait de l'agrément pour organiser le pèlerinage. Et sans oublier également la possibilité pour le pèlerin d'être desté en justice contre le voyagiste.
Donc, nous sommes en train de finaliser ce cahier de charges. Les députés se sont également prononcés sur plusieurs questions qui intéressent les Sénégalais vivant à l'étranger, comme la détention de certains parmi eux à l'étranger ou la confection de documents administratifs pour ces derniers. Autant de questions sur lesquelles le ministre a rassuré, ce qui a fait que les députés ont voté à l'unanimité le budget qui lui a été alloué pour la gestion 2017. Notre programme inspiré du PUDC va bientôt démarrer, Promoville, pour mettre à niveau les voiries. Une société d'exploitation des autoroutes va aussi bientôt voir le jour. Des annonces du ministre des Infrastructures qui faisait face aux députés ce vendredi. Son budget est arrêté à plus de 198 milliards de francs CFA. Il a connu une hausse de 4 milliards en raison de la nouvelle entité de gestion des autoroutes et au relèvement des compensations pour contrainte de services public. Des chiffres, beaucoup de chiffres de Mansour Eliman Kane aux députés. Beaucoup de comparaisons aussi sur le réseau autoroutier d'abord. 32 km en 52 ans, 1960-2012. 36 km en 5 ans, 2012-2016. Mieux, le réseau autoroutier atteindra d'ici 2019 236 km pour un coût total de 1166 milliards de francs CFA. Le ministère dit travailler à la mise en place d'un organe de régulation des autoroutes et d'une société d'exploitation, le secteur privé invité à s'y intéresser. Sur le réseau routier, l'État entend poursuivre les investissements et aller au-delà des 1295 km jusque-là revêtus. Avec l'achèvement, la poursuite et le démarrage de plusieurs projets comme Fatick-Kaolack, Dinguiraye-Nioro-Keur Aïb, Touba-Dara-Linguère. Les travaux résiduels du MCA sur Ziguinchor-Tanaf, la RN6, seront terminés. La VDN 2, dans sa section de réhabilitation, sera aussi terminée. La route des Niayes, Djoumourossogui-Bakel, Tamba-Kidira-Bakel, le pont de Foundiougne, la boucle du Boudjé, l'île à Morphil, d'autres projets qui vont bientôt démarrer, de même que le programme Promoville. Le projet aura comme objectif de mettre à niveau le réseau de voirie, l'assainissement, et c'est un projet qui a un financement de 75 milliards de la BAD et qui touchera toutes les capitales régionales et les grandes villes du Sénégal. Pour le réseau ferroviaire, le ministre a entretenu les députés de la réhabilitation de la ligne Dakar-Tamba et la mise en œuvre du train express régional avant de voir son budget de 198 milliards validé. Le ministre a annoncé des mesures concernant la sécurité et la mobilité urbaine, le permis à points, des centres de contrôle technique dans les régions, un autre centre annexe à celui de Anne. Signature ce matin d'un accord de prêt entre l'État du Sénégal et la Banque ouest-africaine de développement. 20 milliards seront investis pour l'aménagement et le bitumage de la boucle du Boudjé dans la région de Sédhiou. Fatou Sakho. Ce prêt de la Banque ouest-africaine de développement entre dans le cadre du programme d'investissement prioritaire 2015-2017. Ainsi, environ 150 km de routes seront aménagées dans la région de Sédhiou. Il s'agit d'une enveloppe de 20 milliards destinée à l'aménagement et au bitumage de la boucle du Boudjé dans la région de Sédhiou. Avec ce nouveau financement, la BOAD porte à 151 milliards 24 millions son concours financier dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Ce financement participe de l'accompagnement par la Banque du développement économique et social des pays de l'UEMOA. Comme nous le savons tous, l'Afrique ne possède pas les infrastructures minimales requises pour répondre aux besoins de ses populations et réduire la pauvreté. La zone UEMOA n'échappe pas à cette situation. C'est dans ce contexte que la BOAD s'est engagée à accompagner le gouvernement sénégalais dans la mise en œuvre de son ambitieux programme de développement, notamment en ce qui concerne les infrastructures de transport. Pour Sédhiou, ce sera les 135 km de la boucle de Boudjé et 8 km de voirie dans les communes de Sédhiou et de Marsassoum, des infrastructures d'une importance capitale.
La mise en œuvre de la deuxième phase du programme prioritaire de désenclavement du Sénégal devrait permettre d'améliorer sensiblement les conditions de circulation des personnes et des biens, avec davantage de sécurité, une réduction d'environ 50% du temps de parcours et une baisse de 30% du coût d'exploitation des véhicules. Par ailleurs, le désenclavement de leur localité facilitera aux populations l'accès aux services sociaux de base et aux centres de santé spécialisés. L'aménagement et le bitumage de ces routes vont aussi sensiblement impacter l'activité économique de la zone, avec entre autres la construction de 2 marchés et d'autres infrastructures socio-économiques. La campagne de commercialisation de l'arachide a démarré hier. La décision phare est l'augmentation du prix du kilogramme qui passe de 200 à 210 francs, mais aussi l'arrivée du fonds de 11 milliards pour l'achat de semences certifiées, une mesure saluée par les producteurs de Kaolack dans le bassin arachidier. 436 points de collecte sont agréés pour la région Claire Diop. De 200 francs CFA, le prix aux producteurs du kilogramme d'arachide passe à 210 francs pour cette présente campagne de commercialisation de la graine, soit une hausse de 10 francs CFA. La décision est prise par le Comité national interprofessionnel de l'arachide de concert avec l'État du Sénégal. Les producteurs rencontrés saluent la démarche. Selon eux, cela participe fortement à rendre la filière plus compétitive. Parce que 200 francs la woon muy ñeent fukki dërëm ren bu nekkee 210. Je suis très satisfait de 200 francs. Le prix est passé à 210 francs. Cela nous arrange beaucoup, nous les agriculteurs. Nous allons vendre plus cher et rien ne sera bradé. C'est une décision de l'État et il faut la respecter. Il faut nga jéem a góorgóorlu jéem koo jaay ñeent fukk ak ñaar bi parce que boobu la état bi dogal. D'autres mesures phares sont prises par l'État pour mieux accompagner les producteurs. La mise en place d'un fonds de commercialisation de 11 milliards de nos francs destiné à l'achat de 55 000 tonnes de semences certifiées. La subvention de 20 000 tonnes de semences écrémées. Ici, dans la région de Kaolack, le CNIA a attribué 436 points de collecte. C'est à partir de ces points de collecte que les opérateurs doivent acheter les graines. Un dispositif de surveillance et de contrôle a été prévu. Il permet de garantir la traçabilité des opérations d'achat du point de collecte jusqu'au niveau du point de réception. Toutes les opérations doivent se faire au niveau des points de collecte. Bien sûr, que moi, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas aller dans les loumans pour vendre ma production. Je vais dans les points de collecte. Ce sera plus facile et plus bénéfique pour nous. Voilà les règles du jeu bien définies. Tout opérateur qui achète des graines en dehors de ces points de collecte s'expose à des sanctions. Les sanctions peuvent être pénales ou pécuniaires. Cette année, la production d'arachide a baissé. Cela est dû à un arrêt précoce des pluies. Oui, cette année, on attend une baisse de la production. Cet arrêt a affecté surtout les derniers semis qui n'ont pas bouclé leur cycle. C'est pour cela que la production arachidière va baisser dans la région de Kaolack. Cette année, la production d'arachide a baissé, tout le monde l'a constaté. Le manque d'eau est la principale cause. Les pluies ont cessé très tôt. C'est pour cela que les graines ne sont pas pleines. De 61 000 hectares, les surfaces emblavées pour l'arachide ont presque doublé pour atteindre cette année 118 000 hectares. Même si une baisse des rendements est constatée, la production reste quand même satisfaisante. La campagne de commercialisation démarre ce 1er décembre et toutes les dispositions sont prises pour son bon déroulement. Parlons de la culture de la pastèque qui prend de plus en plus d'ampleur dans le bassin arachidier. L'année dernière, 2104 hectares ont été emblavés et plus de 68 000 tonnes récoltées. Pour cette année, les surfaces cultivées ont considérablement augmenté. Beaucoup de jeunes ont investi ce secteur porteur, mais des difficultés, il y en a. Claire Diop. À côté des emblavures d'arachide, de mil, de maïs, de niébé, entre autres cultures, des emblavures de pastèques, nous sommes en plein cœur du bassin arachidier à Koelal Alpha, un village dans la commune de Latmingué, département de Kaolack. Depuis quelques années, la pastèque, plante de la famille des curcubitacées, est intégrée dans la stratégie de diversification des cultures. Objectif, permettre aux producteurs de mieux s'adapter au changement climatique. La pastèque ne demande pas beaucoup d'eau. C'est pour cela qu'on la cultive en fin d'hivernage.
c'est une culture facile à cultiver. Le bilan de la campagne précédente est reluisant. Sur les 2104 hectares ensemencés, 68 885 tonnes de rendement ont été enregistrées, soit plus de 32 tonnes pour chaque hectare. On a remarqué une augmentation des emblavures en pastèque. Par conséquent, une augmentation de la production. La région attend une production supérieure par rapport à la production de l'année passée, qui était de 68 885 tonnes. Mieux, pour cette présente campagne, plus de rendement est attendu. Le secteur est organisé pour faciliter le travail aux producteurs. L'État a mis en place des semences de pastèque l'année passée pour le programme d'adaptation. C'est à partir de ces semences que les producteurs ont pu garder pour reconduire cette semence. Vieux Camara cultive de la pastèque depuis cette saison. Pour cette année, le jeune producteur a réservé 2 hectares pour ce fruit. Des difficultés sont à noter. L'investissement de départ est élevé pour l'agriculteur moyen. Cultiver de la pastèque n'est pas du tout repos, c'est très difficile. Il faut bien préparer le champ. Je loue un tracteur à raison de 25 000 francs par hectare. Pour ce champ de 2 hectares, j'ai déboursé 50 000 francs. J'ai aussi acheté des produits, de l'engrais, de l'urée, de la semence. Le pot coûte 11 000 francs. L'écoulement de sa production lui pose également problème. Dans ces parcelles, les fruits ont bien mûri. Faute d'acquéreurs, quelques-uns pourrissent à force d'être trop exposés au soleil. Ces fruits sont mûrs, mais aucun banabana n'est venu ici pour acheter. Je suis satisfait du rendement que j'ai eu vraiment. J'ai fait tout le travail avec mes frères. La culture de la pastèque a un cycle court. Il y a des variétés qu'on peut récolter 75 jours seulement après les semis. Si le processus est bien suivi, le producteur peut atteindre 40 tonnes à l'hectare. Cependant, un frein, les producteurs rencontrés interpellent l'État. L'accès à l'eau reste encore difficile. La culture de la pastèque, un secteur porteur qui peut générer beaucoup de ressources si bien encadré. Le fruit est très apprécié par les consommateurs. L'association des agro-industriels de la vallée du fleuve Sénégal, Valagri, a organisé un séminaire en partenariat avec la direction des douanes. Il s'agit d'une initiative allant dans le sens de renforcer les capacités des membres de la Valagri pour une meilleure compréhension de la réglementation des régimes douaniers. Djenabadja. Ce séminaire se donne pour objectif d'aider les agro-industriels de la vallée du fleuve Sénégal à comprendre les procédures douanières. L'initiative vient des producteurs de la zone. L'idée de ce séminaire, c'est de faire un travail de partenariat en fait, avec la douane de façon à ce qu'on puisse être des vraies entreprises citoyennes qui œuvront en connaissance de nos obligations et qu'on puisse respecter nos obligations en matière fiscale, en matière de douane. La règle de droit, elle est sujette à plusieurs types d'interprétations. Vous ne pouvez pas penser parfois que vous êtes en train de bien la respecter, alors que quelque part vous êtes en marge de la réglementation. Après cette étape, le directeur général des douanes, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Rosso. Sur place, il a procédé à l'inauguration d'un scanner. L'outil permettra de faciliter le travail des agents. On ne peut pas se payer le luxe d'ouvrir tous les conteneurs. D'ailleurs, nous n'avons même pas les moyens humains pour le faire. Alors aujourd'hui, le scanner répond à ce souci. Il nous permet de voir ce qu'il y a dans les conteneurs sans les ouvrir. Comme ça, le traitement des opérations se fait de façon très rapide et nous pouvons de façon très ciblée choisir les conteneurs sur lesquels nous allons faire des visites approfondies. Le DG des douanes s'est dit satisfait du travail accompli par ses agents dans la zone nord. Cette visite est aussi une occasion de remobiliser le personnel et de recueillir leurs doléances pour l'amélioration de leurs performances. C'est un métier très peu connu des Sénégalais, même si ailleurs c'est très développé. Le community manager est celui qui gère l'image d'une personnalité ou d'une entreprise. C'est un métier de passionné, difficile toutefois à concilier avec une vie de famille. Ndeye Aïda Dia nous en parle dans la rubrique métier.
Les opportunités d'emploi qu'offre Internet, des personnes comme Demba Gueye l'ont très vite comprise. Une passion pour Basile Niane qui en tire ses plus grands revenus. Très tôt, il a intégré le cercle restreint des communautés managers au Sénégal. Le community manager, c'est un nom anglais, ça veut dire community manager, donc la communauté et le management. Donc quand on relie ces deux mots, ça te donne quelqu'un qui gère une communauté. Et ici, en termes de le jargon web, on dit que c'est la personne qui gère l'image d'une entreprise, d'une société ou bien d'une ONG sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Twitter, et LinkedIn et autres. On travaille sur des messages à diffuser, d'accord, qui sont souvent du texte, qui sont des images fixes, qui sont des GIFs, des types d'images un peu dynamiques, et également des vidéos. Donc c'est tous les types d'images sur lesquels on travaille et qu'on diffuse. Et après, on est à l'écoute, comme je vous ai dit, et on essaie de recueillir un peu les impressions des gens envers qui on a diffusé ces messages-là. Demba est digital manager. Il est donc le chef d'une équipe de community managers. Ces derniers travaillent sur plusieurs projets. Il s'agit de gérer l'image de marque des entreprises ou des personnalités. Si on parle de gestion d'image, c'est surtout leur prise de parole, d'accord ? C'est leur prise de parole, c'est un peu l'écoute, surtout l'écoute, parce que il y a d'autres médias qui sont là. On a aujourd'hui la télé, on a la radio qui a été là un peu avant, et c'est des canaux par lesquels les personnalités ou les organisations ou les entreprises communiquent, c'est-à-dire diffusent leurs messages. Et avec ces nouveaux, ce qu'on appelle les nouveaux médias, avec l'arrivée des réseaux sociaux, la différence principale, fondamentale qui est là, c'est qu'il y a moyen de savoir ce que les gens pensent de ce qu'on a diffusé comme message. Sur les réseaux sociaux, il y a tellement de clients ou de potentiels clients. Il faut donc avoir une personne qui se charge de tout gérer, de répondre aux commentaires et de parler au nom de la marque ou de la société. Un métier de passionné d'Internet et des réseaux sociaux, le community manager doit cependant être bien formé, maîtriser les outils pour accéder à une large audience. Facebook, un peu comme les géants de la Silicon Valley, ils ont un système commercial sur Internet qui leur permet de toucher par des régies publicitaires beaucoup plus de gens. Et nous, quand on a une demande dans ce sens-là de diffuser plus largement le message, on fait appel à ces services publicitaires-là, et ces canaux-là nous permettent de diffuser beaucoup plus largement vers un public mais extrêmement bien ciblé. Et c'est un peu l'avantage quelque part de ces réseaux sociaux-là. On arrive à cibler on arrive à faire des ciblages géographiques, on arrive à faire des ciblages par catégorie socio-professionnelle, par âge, par sexe. Il y a beaucoup, en fonction du message qu'on veut diffuser, on peut savoir exactement qui on a envie de toucher et à quel moment on peut avoir un impact plus grand. Ça permet d'avoir ce qu'on appelle une notoriété sur Internet. Si on tape aujourd'hui peut-être la RTS, l'objectif de ce community manager ou bien la personne chargée du digital dans l'entreprise, c'est de tout faire pour que la société soit en avant. Quand on fait des recherches sur Google, si on tape RTS, la RTS soit en première ligne, ça c'est des référencements simples, des SEO. Donc c'est des méthodes qui permettent au community manager d'agrandir la visibilité de l'entreprise. Pour les hommes politiques aussi, on en voit beaucoup. Moi personnellement, je gère pas mal d'images d'hommes politiques en ligne, c'est normal parce qu'eux aussi, ils ont envie d'avoir une visibilité. Mais ce qui est important à noter est qu'un community manager ne communique que ce qu'on lui donne. Un métier difficile, parfois peu conciliable avec une vie de famille, puisqu'il faut être connecté jour et nuit. Community manager, social media stratégiste ou digital manager, qu'importe l'échelon où l'on se trouve, le plus important est de comprendre qu'Internet est une niche d'emploi pour tous qui désirent se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. C'était la rubrique métier sur les community managers. Le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat a procédé ce vendredi à la remise d'attestations et de kits d'insertion à 40 jeunes en situation de handicap. Ceci marque la contribution du ministère à la prise en charge des couches vulnérables de notre pays. Thierno Diallo.
La cérémonie de remise d'attestation et de kits d'insertion aux 40 jeunes en situation de handicap a lieu au siège du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Nous devons donc impliquer les personnes à mobilité réduite dans toutes les actions de développement pour qu'elles puissent être pleinement associées aux politiques qui les concernent aussi. C'est tout le sens qu'il faut donner à la loi d'orientation sociale du 6 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes vivant avec un handicap et qui constitue le cadre de référence de notre dispositif institutionnel en matière de prise en charge et d'intégration des personnes vivant avec un handicap dans notre société. Ces attestations de formation et de kits d'installation traduisent l'appui à l'insertion socio-professionnelle du gouvernement. Cet accompagnement contribue également à lutter contre la mendicité. Cette cérémonie coïncide avec la célébration demain des Journées mondiales sur le handicap, marque notre contribution à la prise en charge des couches vulnérables de notre pays et est le fruit d'une collaboration entre nos services, de la DFPT, de l'ONFP, de la direction de l'artisanat, de l'ANEMO, du projet immobilier national et le projet emploi des personnes vivant avec un handicap au Sénégal, de handicap international, dans une approche formation-insertion au profit de 40 jeunes en situation de handicap, dont 10 en infographie, 10 en coiffure, 10 en couture et 10 autres en réparation de téléphone. L'État du Sénégal, par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui depuis son accession à la magistrature suprême a inscrit au cœur de ses priorités la prise en compte des personnes vulnérables, notamment celles vivant avec un handicap. Avec cette formation, ces jeunes peuvent désormais aspirer au monde de l'emploi tout en faisant valoir leur savoir-faire. Le 45e anniversaire de la fête nationale des Émirats arabes unis, le monument de la Renaissance a accueilli l'événement le 2 décembre 1971. Feu Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan bâtissait ce jeune État qui aujourd'hui a connu une ascension économique, sociale et culturelle. Les relations bilatérales entre Abu Dhabi et Dakar ont été saluées. Philomène Constance Diagne. L'esplanade du monument de la Renaissance a vécu au rythme des couleurs et saveurs arabes. 45 ans d'indépendance fêtés par les Émirats arabes unis dans un pays frère, le Sénégal, avec qui les relations se sont encore consolidées cette année à travers plusieurs secteurs. De l'excellence des relations bilatérales entre le Sénégal et les Émirats arabes unis, nous avons bien voulu donner à cette fête un cachet spécial et à la hauteur des relations entre nos deux pays. Comme vous le savez, les compagnies émiratives sont présentes ici au Sénégal et qui interviennent dans les différents secteurs socio-économiques dans ce pays. C'est pour cela aussi que nous avons voulu les associer à cette fête pour qu'ils montrent à nos invités, à la population sénégalaise, leur contribution dans l'économie du pays. Cette coopération avec Abu Dhabi a permis la signature d'accords qui participent au développement du pays. L'État des Émirats arabes unis est devenu le 7e partenaire du Sénégal en termes d'échanges commerciaux. À titre illustratif, il est important de rappeler que le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement a accordé en 2014 à notre pays un prêt concessionnel pour le financement d'une partie du projet de construction de la route Ndioum-Ourossogui-Bakel. Dans le même sillage, d'autres projets importants ont été approuvés par les Émirats arabes unis et sont en cours de réalisation. Il s'agit notamment du projet de construction d'une centrale solaire à Niakhar de 15 MW dont les études techniques avaient été déjà réalisées
est transmise à la partie émirienne, la réalisation d'une clinique gynécologique à Dakar et la construction à Mbour d'un centre de formation professionnelle et technique. Une visite de stand a été effectuée. Par la même occasion, des billets d'avion Dakar-Dubaï-Dakar ont été offerts aux invités chanceux. Merci M. Diop et félicitations à M. Fall. Élection présidentielle en Gambie, Adama Barrow a remporté le scrutin. Il a obtenu 45,5% des voix contre 36,6% pour le président sortant Yahya Jammeh et 17% pour Mama Kandeh, arrivé en troisième position. Ces chiffres ont été donnés par la commission électorale indépendante. Adama Barrow, candidat d'une partie de l'opposition, a salué une nouvelle Gambie. Au pouvoir depuis 22 ans, le président Jammeh aurait accepté sa défaite. Sa réaction est toutefois attendue. Depuis l'annonce des résultats, Adama Barrow, 51 ans, est un homme d'affaires et patron d'une agence immobilière. Il y a de l'espoir parce que j'ai une très bonne équipe qui est très expérimentée, très instruite. Il y a donc un espoir pour la Gambie. Je pense que nous allons grandement changer les choses, a-t-il déclaré. Air France fête cette année ses 80 ans au service des Sénégalais. La compagnie française relie Paris et Dakar depuis le 31 mai 1936 pour la célébration de l'anniversaire de son premier vol commercial hebdomadaire. Le directeur général d'Air France a fait le déplacement à Dakar, Thierno Diallo. Il y a 80 ans, Air France inaugurait son premier vol commercial hebdomadaire entre Paris et Dakar. À son bord, 10 passagers. 8 décennies plus tard, la compagnie française propose une liaison quotidienne entre Paris-Charles de Gaulle et Dakar. Cet anniversaire est fantastique puisque finalement ces premiers vols font partie presque de l'histoire d'Air France. De façon constante, on a eu à être présent et quand je dis dans les bons, les mauvais moments, pour participer au développement, on a répondu présent. Et puis nous volons tous les jours, ce qui est notre fierté après tout dans le cadre de nos relations avec le Sénégal. Aujourd'hui, la ligne Dakar-Paris se porte à merveille. En 2016, elle a battu des records. Nous sommes depuis 2 ans sur des croissances de 4 à 5%. Nous allons transporter plus de 280 000 passagers cette année, ce qui est un record depuis plusieurs années. Et globalement, la destination Sénégal se porte très bien. Et elle se porte aussi bien en cargo également. Donc je dirais les indicateurs sont au vert pour Air France au Sénégal cette année en 2016. Très présent en Afrique, Air France KLM propose aujourd'hui 48 destinations vers ce continent. Cela grâce à son partenariat avec Kenya Airways. Le lien d'Air France est un lien très régulier avec l'Afrique et un lien étroit. Et puis c'est d'offrir le meilleur à nos clients, à la fois par nos nouveaux avions, à la fois par nos nouvelles cabines, mais aussi par l'attitude de nos personnels. Il y a quelque chose auquel on croit beaucoup, qui doit normalement se sentir à bord des cabines et dans les agences Air France, là où on achète nos billets, c'est cette relation attentionnée qu'on doit avoir avec nos clients africains. C'est les reconnaître, c'est leur montrer respect et c'est respecter en particulier leur culture. Voilà ce qui doit faire la différence d'Air France en Afrique. Avec ses Boeing 777 d'une capacité de 42 sièges en cabine business, 24 en premium économie et 315 en économie, Air France se mobilise pour construire le voyage de demain. Air France, une compagnie qui relie donc Dakar à Paris depuis le 31 mai 1936. Nous parlons sport avec la finale du tournoi de football de l'UEMOA. C'est l'Union économique monétaire ouest-africaine. La finale va se jouer demain à Lomé au Togo. À l'affiche de cette édition 2016, le Mali qui rencontre le Sénégal. La finale est prévue à 15h. Elle sera diffusée sur les antennes de la RTS. Hier, lors de leur dernier match de poule, les Lionceaux U20 ont battu les Djourtou de la Guinée-Bissau sur le score de 5-0. Le sélectionneur national Joseph Koto loue les qualités de l'équipe bissau-guinéenne et reconnaît la valeur de ses protégés, tout comme le capitaine Moussaba qui pense déjà au match de demain contre le Mali. Nous les écoutons. Pour vous, mais pour nous, aucun match n'est facile. On est en Afrique, on joue au football, chaque équipe est venue ici pour représenter son pays. Quand vous dites que l'équipe là est facile, vous ne respectez même pas la Guinée-Bissau. Pourtant, la Guinée-Bissau a battu le Bénin. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun problème. On a joué avec une équipe qui était là, qui voulait gagner. Parce qu'aujourd'hui, si la Guinée-Bissau avait gagné, la Guinée-Bissau aurait eu la qualification. Donc ce n'est pas une équipe facile. C'est peut-être le Sénégal qui a été un peu plus fort, c'est tout. En Mali, c'est une équipe comme les autres équipes. On le respecte, voilà, on se prépare,
voilà, le match c'est après-demain et on va venir comme on va le jouer comme on joue les autres matchs. Voilà. La CAN féminine de handball senior pour leur dernier match de poule. Les Lions du Sénégal ont battu le Cameroun cet après-midi à Luanda sur le score de 24-15. Cette victoire offre la deuxième place du groupe aux filles du manager général Fred Bonjean. Le 47e championnat du monde de pétanque à Antananarive, à Madagascar. Le Sénégal a aligné pour la première journée ce vendredi 4 victoires. L'équipe du Sénégal se qualifie ainsi pour la deuxième journée prévue demain samedi. Le Sénégal a battu tour à tour le Canada, le Cambodge, la Mauritanie et le Burkina Faso. La seule défaite du Sénégal a été concédée face à l'Italie, score 13-8. Vous pourrez suivre après ce journal la page spéciale consacrée au sommet de la francophonie qui s'est tenu à Madagascar. Après la page météo, vous pourrez également suivre le journal de la foire. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Et de plusieurs autorités civiles et militaires. Lamine Touré. Une cérémonie officielle qui marque la prise de fonction effective du nouveau chef d'état-major général des armées devant le corps de bataille national et plusieurs responsables politiques. Cheikh Gueye est revenu dans son ordre du jour numéro 1 en référence à sa feuille de route. Il s'est agi en priorité de rassurer sur sa détermination à poursuivre la dynamique de modernisation entamée par ses prédécesseurs. Je réaffirme mon engagement à ne ménager aucun effort dans ma mission sacerdotale de conduire les armées sur les voies de l'excellence. Pour y arriver, nous devons en permanence nous inscrire dans la prospective, en faisant preuve d'anticipation, d'adaptation, d'imagination créatrice pour que nos armées soient toujours en phase avec les réalités et les exigences de notre époque. Le format armée 2025 va donc se poursuivre. Ce programme vise la modernisation des unités opérationnelles dans le but de mettre en œuvre des mécanismes efficaces de prévention. Mon général, cette modernisation est plus que jamais nécessaire pour faire face aux menaces dans un environnement régional instable. Certes, notre pays est encore un îlot de stabilité. Toutefois, nous avons pleine conscience que nous ne sommes pas à l'abri d'agressions contre notre espace national et nos populations. Les armées, dans toutes leurs composantes, terrestres, maritimes et aériennes, garantissent en permanence l'intégrité de notre territoire et notre souveraineté. À ce titre, la protection de nos approches terrestres, aériennes et maritimes, notamment au regard des richesses halieutiques et énergétiques que recèlent nos océans, revêt un intérêt stratégique, objet de l'attention des plus hauts décideurs politiques. Une orientation qui place d'abord le bien-être des hommes de l'institution parmi les défis à relever. Mon action s'appuiera sur le triptyque correspondant aux piliers classiques qui structurent notre organisation, à savoir les opérations, la logistique et les ressources humaines. Concomitamment avec la poursuite de l'amélioration de la condition militaire, l'exploration de nouvelles opportunités dans le champ de la coopération internationale et le renforcement du concept armée-nation. Officier fantassin, Cheikh Gueye porte désormais les destinées de l'armée nationale. Son expertise d'homme de troupe l'aidera sans nul doute à réussir sa mission. À l'occasion de cette cérémonie hautement symbolique de prise de fonction, une gerbe a été déposée au mémorial du soldat, un signe de salut militaire adressé aux vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur. La prise de fonction du général de division Cheikh Gueye, nouveau chef d'état-major général des armées, avec le prolongement de la VDN et l'urbanisation accélérée. La bande de Filao longeant la Grande Côte suscite de gros appétits. Initié à l'époque coloniale et consolidé après l'indépendance, cet écosystème est de plus en plus menacé par l'homme qui l'a pourtant fait naître. Lors du dernier Conseil des ministres, le chef de l'État a rappelé l'obligation de veiller à cet ensemble fragile qui va de Dakar à Saint-Louis. Les Filao face à la conquête du littoral, c'est une chronique signée Omar Diaw.
La bande de filao s'étirant de Dakar à Saint-Louis résulte d'un processus anthropogénique réfléchi et original, c'est-à-dire d'une action de l'homme, celui-là qui s'est arrogé, tutoyant Dieu, le droit de vie et de mort sur le reste des organismes vivants et souvent sur des représentants de sa propre espèce. La présence et peut-être bientôt la subsistance de ce ruban le long du littoral nord-ouest depuis bientôt 70 ans témoignent d'efforts considérables et patients, car il a fallu planter, entretenir, surveiller la croissance de ces filaos dans un milieu côtier battu. D'un Institut national du pétrole et du gaz qui sera érigé à Diamniadio dans les locaux inachevés de l'Université du futur africain, IFA. Au-delà de leur professionnalisme, les hommes et femmes qui seront appelés à servir dans cet organe doivent avoir un sens élevé des responsabilités et adopter à tout moment un comportement irréprochable. C'est tout le sens du choix du président de la République. J'ai placé à la tête du comité d'orientation stratégique pétrole-gaz M. Ousmane Ndiaye. Ousmane Ndiaye, un cadre hautement qualifié dans le domaine des mines et des hydrocarbures. Je n'ai pas besoin de revenir sur son parcours, certainement cela sera fait, mais c'est quelqu'un qui connaît particulièrement bien le secteur des hydrocarbures pour avoir dirigé la Société nationale de pétrole du Sénégal pendant 11 ans. Il a été mon patron à Petrosen et c'est l'homme qui m'a recruté quand jeune ingénieur, j'étais à la recherche d'emploi. Donc vous voyez, une grande confiance nous lie. Et si le bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien, comme on l'appelle dans le jargon des professionnels, que je salue, les représentants des compagnies pétrolières, c'est en partie grâce au travail énorme des ingénieurs de Petrosen, mais aussi grâce à son management pour avoir conduit la promotion de ce bassin partout dans le monde, particulièrement aux États-Unis, à Houston, à Londres, avec vraiment d'anciens camarades de Petrosen encore qui sont là. Donc je crois que c'est là l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ousmane Ndiaye sera secondé par un jeune cadre brillant chez Mamadou Falkan, formé entre autres à l'École polytechnique de Paris. Il dispose d'autres compétences économiques et donc il sera le secrétaire permanent adjoint chez Mamadou Falkan. Le COS Petrogaz mobilise l'ensemble des forces vives de la nation. C'est pourquoi le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental, toutes les institutions y seront représentées. Ainsi, le président de la République est en phase avec la constitutionnalisation des droits des populations sur les ressources naturelles. Il invite par conséquent le gouvernement et l'administration à apporter leur concours à COS Petrogaz qui doit s'inscrire dans une démarche pragmatique et concertée axée sur la performance. Le président de la République est largement revenu sur les missions de cet organe stratégique qui doit renforcer le dispositif global de transparence après l'adhésion du Sénégal à l'ITIE et la constitutionnalisation du droit des populations sur les ressources naturelles. Voici le président Macky Sall au micro de Oumar Nying. Le COS Petrogaz est chargé, en rapport avec le ministère de l'Énergie, et plus particulièrement la Société des pétroles du Sénégal, d'élaborer un plan directeur de développement pétrolier et gazier et un schéma d'utilisation de ces ressources en articulation avec les axes et objectifs du plan Sénégal émergent. Il a pour mission aussi de constituer une nouvelle par les grands vents atlantiques pouvant plier jusqu'à rompre plus qu'un arbre. Quand rien ne les arrête, ils déplacent les sables pour combler les cuvettes où sont pratiquées les activités maraîchères.
Le rideau de Filao fonctionne comme un coupe-vent, un ralentisseur de la déflation éolienne capable de raviver des dunes mortes. Mais aujourd'hui, la bande est déchirée, outragée. Elle subit les assauts répétés de délinquants peu soucieux de l'environnement et juste guidée par le gain facile. Nuitamment, on s'attaque à des arbres plus âgés que soi. Il y a, comme qui dirait, un irrespect à l'endroit de l'aînesse. Si les filaos ne sont pas abattus, déracinés ou écorchés vifs, on déverse tout autour des immondices. La muraille est trouée par endroits, ouvrant de grands couloirs au vent dont on cherchait à se protéger. Lorsque l'autorité coloniale se lançait dans cette ambitieuse opération de protection, les menaces n'étaient pas assurément de la dimension et de l'ampleur de celles d'aujourd'hui. Maintenant que l'on a entonné le corps du développement durable, il faut faire en sorte qu'il prenne corps. Les députés ont examiné et voté à l'unanimité jeudi le projet de budget du ministère des Affaires étrangères qui a connu une hausse de 8% et arrêté à un peu plus de 65 milliards de nos francs au Reikiam. 3 heures pour étudier de fond en comble le nouveau budget du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Un budget qui a connu une hausse de 8%, passant de 54 milliards 499 à 62 milliards 565 millions de nos francs. Les dépenses en personnel ont tout de même connu une baisse de 300 millions par souci de rationalisation. Lors des débats, ce département dirigé par Mankeur Ndiaye a été félicité pour le dynamisme de la diplomatie sénégalaise, le financement et la gestion des Sénégalais de l'extérieur, ainsi que le passage de notre pays à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons fini hier notre présidence du Conseil de sécurité durant tout le mois de novembre avec des thématiques fortes que nous avons développées, avec une appréciation unanime de tous les membres du Conseil de sécurité. De tous les membres du Conseil de sécurité, appréciation également du secrétaire général des Nations Unies lui-même. Tous ont dit que rare une présidence du Conseil de sécurité n'a été aussi dynamique, aussi innovatrice, aussi forte, aussi imaginative. La nouvelle formule adoptée pour le pèlerinage à la Mecque a également été saluée par les députés avec la privatisation progressive du Hajj et l'élaboration d'un nouveau cahier de charges qui donne plus de responsabilités aux voyagistes privés. Cette année, nous allons faire signer un cahier de charges à tous les voyagistes privés, un cahier de charges avec des exigences, avec une caution, la prise en charge des médecins. Et s'il y a violation du cahier de charges, il y a des sanctions qui tombent. Et ces sanctions peuvent aller jusqu'au retrait de l'agrément pour organiser le pèlerinage. Et sans oublier également la possibilité pour le pèlerin d'être en justice contre le voyagiste. Donc, nous sommes en train de finaliser ce cahier de charges. Les députés se sont également prononcés sur plusieurs questions qui intéressent les Sénégalais vivant à l'étranger, comme la détention de certains parmi eux à l'étranger ou la confection de documents administratifs pour ces derniers, autant de questions sur lesquelles le ministre a rassuré, ce qui a fait que les députés ont voté à l'unanimité le budget qui lui a été alloué pour la gestion 2017. Notre programme inspiré du PUDC va bientôt démarrer. Promoville pour mettre à niveau les voiries. Une société d'exploitation des autoroutes va aussi bientôt voir le jour. Des annonces du ministre des Infrastructures qui faisait face aux députés ce vendredi. Son budget est arrêté à plus de 198 milliards de francs CFA. Il a connu une hausse de 4 milliards en raison de la nouvelle entité de gestion des autoroutes et au relèvement des compensations pour contrainte de services public Aramdao. Des chiffres, beaucoup de chiffres de Mansour Eliman Khan aux députés. Beaucoup de comparaisons aussi sur le réseau auto. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Installation du comité d'orientation du pétrole et du gaz. L'organe va assister le président de la République et le gouvernement dans la supervision et le contrôle de la politique en matière de projets pétroliers et gaziers. Opposition et pouvoir échangent sur des questions d'intérêt national. Le chef de l'État a reçu hier une délégation de Manko Wattu Sénégal. À l'ordre du jour, le fichier électoral et l'organisation des élections. Le général de division Cheikh Gueye dans ses nouveaux habits de chef d'état-major général des armées sénégalaises. Il a été installé ce vendredi au camp Dial Diop. Il compte poursuivre le processus de modernisation de l'armée. La rubrique métier s'intéresse au community manager. Il gère l'image d'une personnalité ou d'une entreprise. Le métier gagne du terrain au Sénégal.
Et puis en Gambie, Adama Barrow a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Il est arrivé en tête du scrutin avec 45% des voix devant Yahya Jammeh, le président sortant, crédité de 39%. Le chef de l'État s'est déplacé en fin de matinée à l'aéroport Léopold Sédar Senghor pour accompagner son homologue Denis Sassou Nguesso. Le président congolais était en escale sur la route de Cuba. Avant le décollage, les deux chefs d'État ont eu un entretien au salon d'honneur de l'aéroport. À noter la présence à l'aéroport du Premier ministre, du président du Haut Conseil des collectivités territoriales et d'autres autorités civiles et militaires, tous venus dire au revoir à l'hôte du président Macky Sall. Le chef de l'État qui a procédé cet après-midi à l'installation du comité d'orientation du pétrole et du gaz. L'organe va assister le président de la République et le gouvernement dans la supervision et le contrôle de la politique de l'État en matière de projets pétroliers et gaziers. Pour accompagner cette dynamique, le chef de l'État a décidé de la création d'un institut du pétrole et du gaz qui sera érigé à Diamniadio dans les locaux inachevés de l'ancienne université du futur africain Oumar Nying. En procédant à l'installation du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, le chef de l'État donne un gage de plus dans sa démarche de transparence dans le contexte de découverte pétrolière et gazière. L'événement qui nous réunit aujourd'hui témoigne de ma volonté d'assurer en toute transparence et responsabilité une gestion rigoureuse, inclusive et durable de nos ressources pétrolières et gazières, objet de découvertes récentes. L'organe stratégique va assister le président de la République et le gouvernement dans la définition, la supervision et le contrôle de la politique de l'État en la matière. Il doit nous permettre d'assurer une impulsion dynamique du secteur de l'énergie, particulièrement du sous-secteur des hydrocarbures, et aussi nous assurer un contrôle stratégique du processus de valorisation des réserves pétrolières et gazières, à travers notamment le renforcement des actions de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITE. Dans le contexte actuel, il y a un autre impératif lié notamment au renforcement des acteurs dans les métiers du pétrole et du gaz. Ce volet, le chef de l'État ne l'oublie pas. Dans cette perspective, j'ai décidé de la création de financement social par le renforcement des capacités budgétaires de l'État et de rétablir nos équilibres commerciaux. Pour mener à bien ces missions importantes, le secrétariat permanent du COS Petrogaz doit engager sans délai, sous mon autorité et en relation avec les acteurs clés, notamment le ministère de l'Énergie, engager donc les actions ci-après. Le suivi de l'évaluation des réserves de pétrole et de gaz, ainsi que la coordination et la validation technique de l'ensemble des études. L'autre mission, c'est la coordination de tous les projets pétroliers et gaziers au Sénégal, la supervision des différents accords juridiques et des contrats entre l'État du Sénégal et les partenaires portant sur le financement et la réalisation des projets pétroliers et gaziers, ainsi que la commercialisation de la production. La coordination des négociations et l'assistance technique liée à la promotion, à la prospection et au développement des projets pétroliers et gaziers. L'élaboration d'une stratégie nationale de formation des acteurs de l'industrie pétrolière et gazière.
la coordination de la communication institutionnelle des activités du comité d'orientation stratégique Petrogaz. Et sur ce point, je voudrais rappeler mon attachement particulier à la diffusion d'informations justes et crédibles dans un souci de transparence sur l'ensemble des contrats et revenus générés. Je vous le disais dans les titres, le président de la République a reçu hier une délégation de la coalition Manko Wattu Sénégal. Les discussions ont tourné autour du processus électoral. Des convergences ont été notées sur les points exposés. Toutefois, le chef de l'État maintient le dispositif actuel d'organisation des élections et le mode de scrutin. Oumar Nying. Monsieur le Président. Ainsi, l'opposition a obtenu la rencontre qu'elle avait sollicitée. Au chef de l'État, les représentants de Manko Wattu Sénégal ont exposé 10 points. Pour la plupart, des convergences ont été notées. Toutefois, le président de la République maintient le dispositif actuel d'organisation des élections et les organes de supervision et de contrôle comme la Sénat. Le mode de scrutin est aussi maintenu pour assurer la stabilité politique et institutionnelle de notre pays. L'opposition va apprécier. Notre délégation a rencontré le président de la République cet après-midi et début de soirée. Nous allons demain, vendredi à 16h, à la permanence du Grand Parti, rendre compte aux leaders de Manko Wattu Sénégal. Notez que la rencontre s'est tenue dans une atmosphère détendue entre le chef de l'État et les membres de Manko Wattu Sénégal. Installation ce matin du nouveau chef d'état-major général des armées au camp Djaldjob, Cheikh Gueye. Le général Cheikh Gueye s'est dit déterminé à poursuivre le processus de modernisation de l'armée entamé par son prédécesseur. C'était en présence du ministre des Forces armées Augustin